Bonsoir. Je vous propose de commencer cette rencontre avec deux autrices, Sophie Braun et Iyam Yared. Et donc, nous allons parler de Beyrouth. Alors, je ne vous cache pas que la difficulté de cette rencontre, c'est que nous avons deux autrices, mais qui ont fait deux livres tout à fait différents. Donc le lien entre les deux n'est pas évident à tirer, même si l'objet c'est Beyrouth entre autres. C'est complètement Beyrouth pour le livre de Sophie Braun et c'est évidemment aussi dans le livre de Iyam Yared, mais dans le livre de Iyam il y a aussi beaucoup d'autres choses que la ville de Beyrouth. On va bien évidemment y revenir. Nous allons commencer par une présentation de Sophie Braun, qui a donc écrit cet ouvrage que vous avez pu voir peut-être à la librairie, qui s'appelle Beyrouth dans ses ruines. Alors, je précise tout de suite que cet ouvrage est tiré de la thèse de Sophie Braun. Sophie qui a passé plusieurs années à Beyrouth et qui a donc fait ce travail en tant qu'anthropologue sur cette ville et qui a donc, à partir de sa thèse, tiré cet ouvrage, donc Beyrouth dans ses ruines. Alors, Sophie Braun est maîtresse de conférences à l'école d'architecture de Versailles. Et elle est aussi chercheuse associée au laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Mais donc, vous avez une formation en archéologie et en anthropologie, et ce qui a donné donc lieu à ce travail de thèse, qui est, alors là je reprends une expression que vous avez eue lorsque nous nous sommes parlé avant cette rencontre, qui est une archéologie de la ville contemporaine. Et c'est vrai que cette approche dans cet ouvrage, alors qui se lit, je dois avouer, moi qui ne suis pas une archéologue et ne suis pas anthropologue, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt et même beaucoup de plaisir. Donc, ça n'est pas un livre technique. Je pense que vous avez dû faire sûrement un gros travail entre la thèse et le livre. Ça a sûrement été l'objet d'une écriture, d'une réécriture. Mais en tous les cas, pour ceux qui s'intéressent à Beyrouth, je recommande vraiment la lecture de cet ouvrage parce que ça donne à comprendre ce qu'est cette ville. Puisque quand on y arrive, j'imagine que certains d'entre vous dans la salle sont allés à Beyrouth, on se pose beaucoup de questions quand on voit cette ville, avec toutes les traces de la guerre qui sont encore présentes, les stigmates de la guerre qui sont là, des quartiers qui sont complètement refaits. Je crois que vous allez nous en parler. On avait décidé de parler aussi de ce projet de solidaire et qu'est-ce que ça veut dire de cette ville. Et donc, c'est vrai, quand on est à Beyrouth, on se pose 10 000 questions sur ce qu'était cette ville, sur ce qu'est devenue cette ville, comment aujourd'hui les Beyrouthins peuvent s'approprier ou se réapproprier cette ville avec des quartiers, je viens de le dire, soit complètement neufs, donc on a rasé, on a reconstruit en voulant faire à l'identique, ou encore des immeubles qui sont encore là avec tous les stigmates de la guerre et donc qui vous rappellent à tous les endroits de cette ville que la guerre a eu lieu, que la guerre a duré longtemps. Et sans oublier maintenant, en plus, les dégâts, les drames commis par l'explosion du 4 août dernier et qui, là aussi, ont rajouté, j'allais dire, une couche dans la destruction et dans l'évolution de ce qu'est devenue cette ville de Beyrouth. Donc, je vous propose de commencer avec une présentation, Sophie, peut-être des quelques points qui vont le plus marquer et qui ressortent de cet ouvrage et qui permet d'essayer de mieux comprendre ce qu'est cette ville aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc commencer par présenter le livre peut-être et ce que j'ai traité dans ce livre. Alors comme vous l'avez dit, c'était une thèse de doctorat, donc c'était un travail universitaire qui était un travail de longue haleine puisque j'ai passé près de 5 ans au Liban, entre le Liban et la France pour le réaliser. Et ce livre, il est issu de ce travail de recherche et l'idée c'était évidemment d'essayer d'en faire ressortir les éléments significatifs. Moi, ce qui m'a intéressée, d'abord, c'est peut-être ce qu'il faut dire, c'est la question de la démarche que j'ai eue. C'est une démarche, oui, j'avais dit archéologie de la ville contemporaine. Ce qui m'a frappée quand je suis allée au Liban la première fois, c'était en 2001. C'était la présence de ces ruines de la guerre, de ces traces de la guerre qui étaient encore très, très largement visibles, mais aussi des ruines antiques qui étaient là aussi assez présentes dans le paysage. Et au fond, je me suis posé une question que je m'étais posée dans mes recherches en archéologie des années avant, qui consistait à savoir comment est-ce qu'on perçoit ces traces du passé, comment est-ce qu'on conçoit ce paysage qui a changé, qui s'est transformé, puisque j'étais accueillie au Liban par des gens qui me disaient là c'était comme ça, avant la guerre c'était ça, là c'était le bureau de mon père, là c'était un cinéma. Et donc les gens parlaient au passé de leur ville, la ville qui me faisait traverser. Donc cette question des temporalités, cette question de
du paysage, elle m'a interrogée. Et donc, je me suis dit, je vais partir de différents lieux de la ville, donc soit des lieux qui sont encore ruinés, soit de lieux qui viennent d'être reconstruits, pour essayer de comprendre quelles sont les représentations qui s'attachent à ces lieux, qu'est-ce qu'ils mettent en jeu en fait, quels sont les enjeux. C'est pas seulement des enjeux de reconstruction, c'est pas seulement des enjeux de conservation ou de destruction des ruines, mais ça révèle aussi en fait des conflits qui sont pas résolus dans la société elle-même, entre différentes communautés, entre différents milieux sociaux. Voilà, donc je suis partie comme ça de différents points en ville. Ce qui a fait aussi que je ne me suis pas cantonnée à une approche par communauté, par exemple, puisqu'on sait que le Liban, c'est un pays multiconfessionnel, multicommunautaire, avec 18 communautés différentes. Et donc l'idée, là, c'était justement d'être un peu transversale. J'ai travaillé sur différents espaces de la ville sans chercher à cloisonner mon enquête sur un quartier en particulier ou une enquête en particulier. Mais c'est vrai que pour aborder cette question-là, la question la plus pressante, c'était celle du centre-ville, qui était en cours de reconstruction, donc après la guerre civile qui a duré de 75 à 89, 90. Il y a une société foncière privée qui a été fondée par l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, qui à l'époque n'était pas le Premier ministre, mais qui l'est devenu très vite ensuite, et qui a pris en charge la reconstruction du centre-ville de Beyrouth. Et ce qui a donné lieu, cette reconstruction, à une très large polémique dans les années 90 et 2000, puisque le projet de reconstruction a suscité beaucoup d'opposition de la part d'anciens habitants, de la part d'intellectuels, de spécialistes de la ville, d'architectes. Voilà. Donc ça a été un grand débat public pour différentes raisons, à la fois liées à la question de la préservation des ruines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut garder de la mémoire de la guerre civile, qu'est-ce qu'il faut au contraire effacer, qu'est-ce qui va être conservé de ce cadre architectural ancien, qui avait été très affecté par la guerre, mais pas partout, pas dans tout le centre-ville, donc beaucoup de choses auraient pu être reconstruites. Et qu'est-ce qu'on fait de la vie qu'on avait avant la guerre, finalement? C'est un peu ça la question qui était posée de manière sous-jacente. Donc j'ai travaillé sur ce centre-ville, mais sans doute on va y revenir, et sur différents sites, différents lieux qui étaient aussi problématiques, des quartiers encore détruits au moment où j'étais à Beyrouth, et qui avaient été délaissés par leurs anciens habitants au début de la guerre, et dans laquelle ils n'avaient pas souhaité revenir, en partie. Alors là, je parle du quartier de Bachoura, qui est un quartier qui est juste au-dessus du centre-ville. Ils n'avaient pas souhaité y revenir, en partie parce que c'était des habitants qui étaient de confession chrétienne, et que le quartier était à présent habité par des musulmans chiites, et qu'ils ne concevaient pas de revenir dans ce quartier qui n'était plus un quartier où ils se reconnaissaient finalement, ils reconnaissaient leurs voisins. Et donc, ils étaient prêts plutôt à vendre les maisons familiales, le patrimoine hérité de leurs ancêtres, et plutôt que de réinvestir ce quartier. Voilà, donc des questions comme ça se sont posées à travers différents espaces. Est-ce que vous voulez continuer un petit peu sur... parce qu'il y avait un autre chapitre qui est très intéressant dans votre livre, c'est ce fameux musée de la mémoire. Et je pense que ça, là aussi, c'est un sujet qui est extrêmement important lorsque l'on parle alors du Liban, d'une façon générale avec la guerre, mais à Beyrouth, là encore, puisque c'est quand même une ville importante, de parler et du coup de l'intérêt que vous avez eu, vous, à travailler justement sur ce musée de la mémoire, sur ce que ça représente, et finalement, ce musée de la mémoire, eh bien, qui donne pas grand-chose, si je puis dire, enfin, en tous les cas, qui reste un bâtiment, pour ceux qui connaissent Beyrouth, qui est là, mais qui n'est pas habité par ce projet tel qu'il avait été défini à l'origine. Oui. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre cette question du musée de la mémoire si on n'a pas un peu d'informations sur la reconstruction du centre-ville dont je viens de parler. Et en particulier, le fait que ce qui s'est passé lors de la reconstruction du centre-ville, c'est que cette société foncière, donc privée, qui s'appelle Solidaire, c'est un acronyme Solidaire, c'est Société libanaise de développement et de reconstruction, qui a pris en charge la reconstruction du centre-ville et qui a laissé l'État libanais finalement et la municipalité de Beyrouth en marge, puisque c'était des fonds essentiellement privés qui sont venus donc alimenter ce projet de reconstruction, des fonds des actions, des investissements, en particulier de l'ancien Premier ministre donc, qui avait fait fortune en Arabie Saoudite avant de revenir sur la scène libanaise au début des années 90, mais aussi des fonds qui étaient constitués par les biens des anciens ayants droit de ce centre-ville qui ont été expropriés au moment du début de la reconstruction, donc dans les années 90-91. Et
Ils ont été expropriés contre un dédommagement en actions dans cette société foncière. Les actions ont très vite perdu leur valeur, ce qui a généré aussi ce qui a alimenté aussi leur revendication et leur résistance. Mais voilà, donc le projet privé de reconstruction du centre-ville, qui était, il faut le dire aussi, mais peut-être certains d'entre vous connaissent déjà Beyrouth, donc le centre-ville, c'était ce lieu de brassage, c'était ce lieu de rencontre, c'était ce lieu cosmopolite avant la guerre civile. C'était un endroit où il y avait tous les souks de Beyrouth, donc les gens venaient faire leurs achats, se rencontrer. Donc c'était vraiment un des seuls espaces interconfessionnels de Beyrouth avant la guerre, enfin par excellence, le lieu d'approvisionnement, de commerce, etc. La guerre a d'abord sévi au centre-ville avec le départ de cette ligne de démarcation qui fait que le centre-ville est devenu une espèce de zone interdite pendant 15 ans. Et puis à la fin de la guerre, les gens qui voulaient revenir, en fait, les gens pensaient revenir, retaper leurs magasins, reprendre le cours de leur vie. Et c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'en ai interrogé certains d'entre eux. Et en fait, le projet de Solidaire est venu leur dire, non, en fait, vous recommencez pas. On veut plus de vous. En gros, on vous exproprie et le projet de reconstruction se fait sans vous. Quand on sait que cette appartenance qu'ils avaient au centre-ville, pour la plupart, c'était des commerçants, des artisans, qui avaient hérité d'un métier, qui allaient le transmettre à leurs enfants. C'était aussi une appartenance à la ville, et c'était une appartenance à la cité, c'était une appartenance c'était la place dans la société, en fait, cette place dans le centre-ville. Et donc, ça a été pour ces gens-là un vrai choc, peut-être plus que la guerre en elle-même, en fait, pour différentes raisons. Mais ça a été vécu, l'expropriation, comme une rupture beaucoup plus radicale. Voilà. Et l'État libanais, dans tout ça, était écarté, n'avait pas la main sur la reconstruction de ce centre-ville qui, symboliquement, était si important. Et un autre exemple d'un site sur lequel j'ai travaillé, donc c'est ce musée de la mémoire. C'est en fait un immeuble privé, qui était un immeuble de rapport, qui avait été construit à l'époque du mandat français, dans les années 30, qui est un immeuble qui se trouve au carrefour de Sodeco, pour ceux qui connaissent. Donc c'est à l'angle de la rue de Damas et de l'avenue de l'Indépendance, dans un endroit très stratégique, parce que c'est un lieu de circulation, et stratégique aussi pendant la guerre, puisque donc, cet immeuble a été occupé dès les premières années de la guerre par des miliciens chrétiens qui l'ont investi et qui ont construit à l'intérieur de ce bâtiment, qui était un bâtiment remarquable par son architecture, parce que c'était un bâtiment avec une colonnade d'angle, très très grand, une grande parcelle, donc que tout le monde reconnaissait, qui était un repère urbain. Eh bien, les miliciens sont venus, les combattants sont venus l'investir et ont doublé l'architecture civile d'une architecture militaire en construisant à l'intérieur des meurtrières, des murs, toutes des salles de repli, voilà, en bénéficiant en fait, de la position stratégique de ce bâtiment pour en faire une position avancée pendant la guerre. Et donc, il a été occupé pendant à peu près 15 ans. Il a subi énormément évidemment de dommages. Et à la fin de la guerre, eh bien, ces propriétaires qui avaient été eux aussi expropriés de ce qu'ils avaient au centre-ville de Beyrouth se sont dit, là, il n'y a pas Solidaire, donc on va essayer de se rattraper un petit peu. Donc, on va vendre la parcelle, puisqu'à l'époque, cette parcelle avait été lotie dans les années 30 et ce bel immeuble avait été construit. Mais aujourd'hui, on pouvait construire sur cette même parcelle un immeuble beaucoup plus haut et donc rentabiliser vraiment davantage. Donc, ils se sont dit, on va démolir ou alors on va essayer de trouver d'autres projets pour essayer de rentabiliser cette parcelle. Ce qu'ils ont essayé de faire, jusqu'au jour où ils ont entamé des travaux de démolition et où une architecte qui s'appelle Mona Hallak, qui est très active sur la scène militante de Beyrouth, a mobilisé l'opinion publique, la presse, etc., en disant il ne faut absolument pas détruire ce bâtiment, c'est un bâtiment emblématique de la ville d'avant-guerre, de la guerre, et donc il faut absolument le préserver. Et par une série d'actions diverses, elle a réussi à faire en sorte que la municipalité de Beyrouth l'exproprie. Ce qui a permis à la municipalité de reprendre un peu la main d'une manière symbolique sur la reconstruction de la ville, qu'elle n'avait pas du tout pris en charge, ou seulement pour les infrastructures et pour des questions d'infrastructures plus générales. Et donc de dire, eh bien, on va en faire un musée de la ville de Beyrouth, qui va raconter aussi cette histoire de la guerre, mais cette histoire de la ville de façon plus générale. Et là, il y a eu tout un travail qui a été fait pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un musée à Beyrouth, qu'est-ce que c'est qu'un musée de Beyrouth, parce qu'il y avait le musée national, il y avait des musées traditionnels avec des collections archéologiques, avec des collections d'objets, ou d'art contemporain, ou d'art moderne. Et là, la question, c'était de dire comment est-ce qu'on va raconter la guerre dans un musée
en sachant que la guerre est une question encore pas résolue, la guerre civile en tout cas, puisque on sait que la guerre, elle s'est terminée sur une voie d'amnistie qui a fait que tous les anciens chefs de guerre se sont reconvertis en leaders politiques, et par conséquent, la justice a été finalement peu rendue. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait comment on parle de la guerre dans un contexte où il n'y a pas de consensus en fait sur l'histoire de la guerre elle-même et sur qui a gagné, qui a perdu et qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'était l'enjeu de ce projet. Moi, j'ai participé en tant que membre du comité scientifique qui a été monté à l'époque avec l'Institut français de Beyrouth pour essayer de se demander comment est-ce qu'on va parler de la guerre sans donner de chiffres, sans donner de faits, parce que bon, c'est encore compliqué. Et donc, il avait été décidé de mettre en valeur ce bâtiment qui était une ruine et de conserver son aspect ruiné pour provoquer une espèce de réminiscence, une remémoration, une expérience de la guerre et de la destruction sans forcément mobiliser les faits. C'était juste parler de la guerre dans ce qu'elle a de plus banal, finalement, dans ce qu'elle a de plus ordinaire. Donc, comment la destruction, finalement, elle a affecté toutes les parties de la même manière, enfin, de manière inégale, mais enfin, chacun a vécu la peur, chacun a vécu l'enfermement, chacun a vécu le rapport à la rue qui change, etc. Et donc, l'idée, c'était de parler de ça de cette manière-là, en montant un espèce de musée sans collection, un espèce de musée qui serait en lui-même un témoin et un témoignage de cette histoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, Iyam, je te demanderai peut-être de réagir à cette perception, ou en tous les cas, cette analyse que vient de proposer Sophie. Mais avant, je voudrais... Alors, on te connaît bien ici au Modèle, puisque Iyam est déjà intervenue à plusieurs reprises pour présenter ses ouvrages. Et donc, aujourd'hui, elle est là pour nous parler de son dernier livre qui s'appelle « Implosion ». Implosion avec un S, puisqu'il s'agit de plusieurs implosions dont elle va nous parler et qu'elle va avoir le plaisir de nous exposer, et qui, ce livre, commence au lendemain de l'explosion du 4 août, où la narratrice est à Beyrouth. Et à partir de là, elle va nous raconter ce qui se passe et toute cette histoire qu'elle relate, qui est aussi bien l'histoire de cette femme, la narratrice, que l'histoire de Beyrouth, mais aussi l'histoire d'un pays, de cette nation, l'implosion finalement qui prend différentes formes au niveau personnel et au niveau local et au niveau national. Et où on voit que finalement, tout implose de toutes parts. Et ce qui est très étonnant dans cet ouvrage, alors il y a plusieurs sources d'étonnement, mais ce qui est très étonnant, c'est en même temps un livre dans lequel il y a beaucoup d'humour. J'ai été frappée en le lisant de voir que, alors qu'il s'agit de différents drames ou de situations dramatiques, difficiles, mais que la narratrice utilise et manie beaucoup l'humour dans son ouvrage, ce qui permet du coup de supporter la difficulté et la violence qu'on peut lire à travers ces lignes. Mais c'est un livre qui se lit avec beaucoup d'intérêt parce que, je le répète, ça mélange différents niveaux et que je trouve qu'en ça, c'est extrêmement intéressant de toutes ces strates, finalement, de ces différentes implosions. Et alors, j'ai entendu une petite histoire, j'aimerais que tu la relates, parce que je l'ai trouvée absolument merveilleuse en écoutant certains propos que tu avais tenus lors d'une présentation de ton ouvrage. C'est le titre auquel tu avais pensé pour cet ouvrage, avant que l'éditeur ne propose le terme d'implosion. Et je voudrais que, Iyam, si tu peux commencer par ce titre auquel tu avais pensé, parce que je trouve que ça donne beaucoup à comprendre la démarche et ce que tu dis à travers cet ouvrage. Oui, bon, d'abord, ça me fait très plaisir d'entendre vraiment un regard urbain, anthropologique, sociologique sur le rapport des Libanais à la mémoire, qui est très symptomatique finalement d'un pays qui est aujourd'hui malade, non pas, de ne pas avoir accès à sa mémoire contemporaine. C'est-à-dire que nous avons cette strate sous la terre de cette période de vie de Beyrouth. Nous forons bien profond pour extraire des vestiges, mais en définitive, cette mémoire contemporaine, personne ne travaille là-dessus, à part ce projet de musée de la mémoire
qui n'en demeure pas moins être un projet de façade, puisque le travail de fond n'est jamais fait, ce qui explique en définitive que dans ce pays malade, il y a énormément de thérapeutes qui travaillent de plus en plus, voilà, et qui jusque-là travaillaient très bien, jusqu'en 2019. J'arrive donc à ta question. Il y a la crise économique qui débarque. Les thérapeutes pris par la dévaluation ne gagnent plus que des prunes. Tout le monde, les médecins, les docteurs, les architectes. Donc aujourd'hui, la crise économique est en train de déclencher un des flux migratoires les plus importants à nouveau. Bon, c'est vrai que ça fait partie du Liban, le flux migratoire, puisque sa diaspora est à hauteur de 15 millions à l'étranger. Mais enfin, néanmoins, il faut quand même que cette diaspora reste dans ce pays aussi et travaille de l'intérieur. Et aujourd'hui, ils sont en train de repartir. Et donc, ma narratrice, notamment, avant d'arriver chez cette thérapeute chez qui elle est au début du livre, en avait une autre avant, qui, elle, s'est barrée parce que, vu les circonstances, le Liban n'est plus un pays pour ses chiens. La vie est devenue très dure, très difficile, et donc elle se barre. Et elle explique à sa patiente, alors voilà, moi je suis désolée, mais ça devient de plus en plus difficile, je ne peux plus, j'ai 4 chiens, vous comprenez. Et donc elle s'installe en Grèce. Et donc cette narratrice qui donc déjà avait été en thérapie pour résoudre justement des problèmes de couple dans un pays en déliquescence. Donc le couple est en train de se détruire, le pays se détruit, il y a la crise économique, il faut faire 5 heures de queue pour avoir des bidons d'essence, il faut vraiment toute une infrastructure mentale pour avoir 2 heures d'électricité. Alors forcément, dans un emploi de temps, de plomberie, d'électrique, de trucs, après, la place du désir dans tout ça, je peux vous dire qu'elle n'existe plus. Déjà, le désir de vivre soi-même, d'avoir envie de mener une vie, enfin de retrouver les plaisirs de la vie, c'est de plus en plus compliqué quand plus rien ne fonctionne. Donc elle va chez elle et là, en plus, elle doit se coltiner une plaie d'abandon. Donc, parce que la thérapeute l'abandonne. Donc le Liban la lâche, la thérapeute la lâche. Et voilà. Et donc, à la base, le livre devait s'appeler « Les Labradors aussi ont droit à l'exil ». Et mon éditeur m'a dit « Écoute, quand même, ton livre, c'est quand même... Il n'y a pas que de l'humour dans ton livre. C'est vrai que j'essaye de traiter de la situation libanaise, parce que ce serait quand même vulgaire de parler de la tragédie avec de la tragédie. Voilà, on arrive parfois à des moments où on a vraiment plus de mots, et tout à coup, il y a l'humour. Ben, l'humour, c'est une fenêtre. L'humour, c'est un instinct de vie, un instinct d'amour, même, je dirais, de foi, en tout cas, de se dire, voilà, on va tout tourner en dérision parce que en parler est trop dur et on va y arriver. Et j'ai un très bon ami, dramaturge béninois, qui dit, nous, en Afrique, si on n'a pas l'humour, on est mort. Ben, ça vaut pour le Liban, ça vaut pour énormément de pays qui vivent en ce moment des moments très difficiles et qui font circuler. Et voilà, il y a des blagues qui circulent tout le temps. Donc, la place de l'humour, en définitive, dans des moments pareils, et de la littérature, évidemment, puisque ma narratrice est dans le livre aussi en quête d'écriture, essentiellement. Pour moi, la littérature, on reprend aussi le déficit au niveau de la mémoire contemporaine qui n'existe pas. Comment fait-on pour essayer de réparer cette espèce de tabou? Parce qu'il y a un tabou aujourd'hui. Alors, à part cet immeuble, aussitôt qu'on veut se mettre sur une table ronde pour parler de nos mémoires respectives et même subjectives de la guerre, pour essayer de construire quelque chose de collectif autour d'une table, c'est pratiquement impossible. Et j'ai même envie de dire quelque chose de... Voilà, ce Liban a été reconstruit sur l'éradication de la mémoire. Le solidaire, le projet de solidaire dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment presque non pas un complot, mais une volonté d'effacer la mémoire du vivre ensemble d'avant, qui n'a pas pu reprendre, de l'écraser par une espèce de symbole capitaliste géant, puisque finalement on a dépossédé les gens de leur histoire. Au-delà de revenir reconstruire nos petites échoppes, tout ça, c'est l'histoire familiale qu'on efface aussi. Et on leur dit, voilà, on va vous donner des actions. Mais c'est de la spéculation, les actions. Et en fait, on a transformé une idée de pays en une spéculation de pays. Et pour moi, solidaire, c'est exactement ce que ça représente, sachant qu'en plus, cette spéculation, c'est le cheval de Troie de la corruption. Parce qu'on sait très bien que ce Premier ministre qui débarque avec une somme lambda de fortune personnelle, l'a multiplié par 100 grâce à Solidaire. Voilà, il y a aussi cette réalité-là. Alors, il a mis l'État libanais à l'écart.
je pense qu'il a aussi institutionnalisé la corruption au niveau de l'État libanais à travers ce projet de solidaire. Enfin bon, bref, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc pour moi, c'est une catastrophe solidaire. Et ce musée de la mémoire, qui est en effet très beau, mais qui pour moi est toujours un musée de la façade, qui est beaucoup plus, qui malheureusement, en dépit de sa volonté de se dire, voilà, on a quand même réussi à donner une symbolique à cette mémoire collective en difficulté. Je pense surtout que ça nous rappelle la guerre, ça nous rappelle la peur de la guerre, beaucoup plus que ça nous a amené à parler de la guerre, vraiment de manière consensuelle. Et d'ailleurs, c'est sur cette mémoire-là qu'on ne creuse pas au point d'arriver à un consensus, mais dont on parle aussitôt qu'il faut rappeler, attention, hein, à tout moment, on sort les armes et on y revient. Donc, on voit constamment des trous, il y a des zones qui sont comme ça, gardées comme des fantômes de la guerre, parce qu'attention, hein, je ne sais pas pourquoi, if you don't behave, on vous ramènera là. Il y a quelque chose de cet ordre-là de la part de toutes ces personnalités politiques qui sont quand même, c'est un des rares pays où voilà, les gens qui ont du sang sur la main, qui ont fait les pires exactions. Alors, chacun a voulu défendre sa communauté pour dire que durant une guerre civile, c'est inévitable, aussitôt qu'il y a... voilà, on en arrive, mais quand même, qu'ils en arrivent en 90 à être amenés autour d'une table, à être exemptés de toute justice et de leur dire, voilà, écoutez, vous avez fait des crimes de guerre, on va passer... Ça aussi, ça fait partie... En fait, c'est lié à la logique urbaine. C'est tout à fait lié, c'est vraiment ça. Et on leur dit non seulement, en plus, vous allez participer à la reconstruction, donc à l'enrichissement personnel, à travers un système corrompu. Pour moi, c'est une aberration. Et quand, pour revenir à Implosion, mon livre, ce port de Beyrouth qui explose, alors ma narratrice, à travers elle, je fais un gros mea culpa, parce que moi, j'ai été fatiguée de manifester pour rien. Donc en 2019, je n'y ai plus cru. Je ne suis pas descendue. Le peu d'énergie que j'avais pour fabriquer un bonheur, non pas égoïste, mais de survie individuelle, je n'avais pas envie d'aller le placer à nouveau sur une scène publique où je savais déjà qu'il serait bafoué. La preuve, où sont les manifestants aujourd'hui? Où en sont les manifestations? Alors que c'était la liesse. Et malgré cette liesse, je me suis disputée. Il y a des amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, moi, et je dis ça, ma narratrice le dit, écrire, c'est manifester. C'est ma façon à moi de manifester, parce que je pense, la seule chose réelle dans cette manif, c'était la souffrance du peuple. Mais encore une fois, elle allait être manipulée. Encore une fois, alors, il faut essayer. Et je salue toute personne qui est descendue. Et je reconnais, et donc je fais mon mea culpa, parce que le 4 août, quand le port explose, là, je me dis, là, j'ai honte. Là, je me dis, non, ça ne va plus, là. Non, là, je vais descendre. Mais, voilà. Et je me dis, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible qu'ils survivent au 4 août. Eh bien, ils ont survécu. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Et ils se présentent aux élections. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit le constat dont je parle dans le livre, c'est que le Liban a pensé vouloir être un pays, mais il a oublié la situation géographique où il se situe. Je pense que toute personne qui a essayé de l'imaginer souverain a été éliminée, parce qu'au final, les enjeux sont toujours plus forts que notre volonté à nous, malheureusement. On est trop petits, trop enclavés, trop tributaires d'enjeux. On est sur une table. En fait, maintenant, on est en stand-by, parce qu'on attend de voir qu'est-ce que va être la résolution du Moyen-Orient. Et nous, on va être une carte à nouveau. Vous voulez descendre manifester pourquoi? Franchement, malheureusement, cette région est un embriglio. Alors, je ne dis pas que, voilà, je ne suis pas défaitiste à ce point. Non, parce que je crois que, peu à peu, cette société civile ne pourra pas faire des miracles du jour au lendemain. Voilà. Parce que nos dictateurs, à nous, ils sont protégés par la pluralité. Hein. En fait, cette pluralité fait que, comme ils sont là, chacun pour établir un équilibre entre forces contraires, hein, ils se maintiennent au pouvoir, avec la corruption comme liant, parce que finalement, voilà, et ils se protègent avec ça. Et
voilà, on est dans une impasse quelque part de résolution. Mais je pense que, voilà, au regard de cette région-là, on est obligé de faire avec ce système. Mais la société civile, en revanche, si elle représente 30% du changement, peu à peu, elle en représentera 35, puis 40. Puis ils sont obligés aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de faire avec. Alors, bon, on ne peut pas... Je pense que la corruption est une réalité mondiale. Hein. On ne va pas... Enfin, dire qu'il n'y a pas de corruption est une utopie. Le capitalisme est une vaste corruption. Donc, à un moment donné, voilà. Comment fabriquer quelque chose de viable, avec des valeurs viables, avec, voilà, tant soit peu... Enfin, moins de corruption, je veux dire. Voler, mais voler un peu dans l'ordre, je veux dire. Proposer quelque chose à cette société. Construisez quelque chose. C'est pas possible d'être à ce point. On n'a aucune institution publique. On est en déliquescence totale. Les hôpitaux, et ce pays continue de tenir aujourd'hui, et je salue ici toute l'initiative privée de cette société. Elle ne tient que grâce à ces initiatives privées, sa diaspora et ces gens à l'intérieur qui essayent de fabriquer. Même cette femme avec ce musée-là, c'est voilà, c'est aussi, c'est un peu, c'est ce même élan. Hein, elle a réussi à mobiliser quelque chose, à faire un changement. Mais si il n'y a pas de politique collective derrière cet immeuble-là, ça restera un immeuble qui va nous rappeler à tout moment, on peut sombrer à nouveau, au lieu que ça nous apporte quelque chose de collectif. Voilà. Bon, je pense que j'ai trop parlé. Oui, moi je voudrais réagir à ce que tu dis, parce que évidemment que j'ai présenté le projet, moi, non pas que je sois convaincue de la manière dont il a tourné ce projet de musée. Hein. Puis bon, un musée reste un musée, c'est pas non plus, ça résout pas tous les problèmes évidemment. Et la question de la façade, elle est importante parce que justement la façade, ça a posé plein de problèmes. Entre l'architecte qui a restauré, ceux qui n'étaient pas d'accord, est-ce qu'il faut garder ou pas les traces de la guerre, et c'est devenu une façade finalement, c'est vrai, il y a pas, parce que le projet culturel qui était supposé le porter n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Parce que la municipalité de Beyrouth doit avoir l'accord du gouverneur de Beyrouth, il y a une espèce de double tutelle sur la ville, et que pour des raisons politiques, les choses n'ont pas pris forme. Donc c'est une coquille vide évidemment, et ça signifie rien. Simplement, je présentais juste que ça pouvait être la réflexion et les enjeux pour un musée de la guerre à cette époque où, comme tu dis, tout le monde disait dans les années 2000, mais on nous a pris notre mémoire, on n'a pas de mémoire, on nous a pris notre mémoire, la reconstruction n'a pas donné la place à cette mémoire, donc les Libanais n'ont plus de mémoire. Et ce qu'on entendait partout, là où on se tournait, c'était cette question-là, les Libanais n'ont plus de mémoire. Mais à force d'entendre des gens qui disent on n'a plus de mémoire, ça veut dire que quand même, il y a une question de la mémoire qui se présente finalement. Alors, on dénonce un vide, on dénonce des manques, etc. Mais tout de même, la question se présentait comme une urgence. Et ça, j'ai trouvé que c'était significatif. Après, le problème, c'est qu'il y a une question de justice qui n'est pas rendue. Et il y a un problème aussi de collectif, effectivement. Parce que c'est pas... Alors, on en vient à saluer les initiatives privées, mais évidemment que le problème, c'est que si l'État disparaît complètement, c'est l'État qui est garant du récit national, de la construction d'une mémoire. Et c'est vrai que le rapport qui s'établit entre la ville, l'érosion de la ville, l'érosion de l'architecture, la destruction, la démolition, par la spéculation aussi, parce qu'il y a des ruines aussi qui sont là à cause de la spéculation, et l'absence de transmission de la mémoire, c'est frappant. Et c'est vraiment, moi, une chose que j'ai étudiée là, en allant enquêter chez des gens, auprès des enfants et auprès des parents. Et je m'apercevais que la mémoire de la guerre, non seulement de la guerre, mais de l'après-guerre, n'avait pas été transmise pour des raisons souvent qui tenaient à la disparition du cadre spatial architectural. C'est-à-dire que la maison d'enfance a disparu, donc je n'ai pas besoin de te raconter cette histoire-là. Il y a une espèce de processus de déni, d'oubli qui se met en place après la guerre, qui est lié à la guerre et au traumatisme de la guerre, et ça on l'observe partout, mais qui est lié aussi au fait que puisque les supports de la mémoire ne sont plus là, eh bien, on peut pas la raconter, cette histoire, finalement. Oui, et qui est liée à la division de la société aussi, par la guerre, et puis aussi par l'absence d'État. On est une société divisée. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une hyper-mémoire, mais qui n'est jamais liée. Il y a une hyper-mémoire. Hein ? Il n'y a pas de lien entre les différentes narrations. Et donc, comment voulez-vous faire un État, en fait ? Donc, il y a une mémoire, mais elle n'est jamais... je reprends l'idée de cette table ronde où on viendrait chacun de nous
mettre cette mémoire sur une table et on fabriquerait quelque chose. On fabrique déjà une histoire consensuelle, un livre d'histoire consensuelle qui n'existe pas. Il n'y a pas d'enseignement. L'enseignement de l'histoire dans les écoles, il n'y a pas de livre d'histoire. Il n'y a pas un livre d'histoire au Liban. Il y a plusieurs livres avec plusieurs histoires. On s'arrête à l'indépendance du Liban après le mandat français. Après, c'est le blackout. Je dis, et c'est vrai ce que vous disiez aussi, que la jeune génération n'a pas cette conscience, j'ai envie de dire nationale, qu'on voit ailleurs. On sait c'est quoi être français dans une république française. Au Liban, on ne sait pas c'est quoi être libanais dans une nation française. Et c'est ça le problème, une nation libanaise. Oh, le lapsus. Pardon. Tu vas retourner chez ta thérapeute tout de suite. Ben oui. Bon. Donc voilà. Oui. Mais c'est ça, et je pense que même quand on a des sites où on a été, il n'y a pas vraiment, comment dire, par rapport aussi aux sites phéniciens, ça existe, mais on n'est pas lié à ça. C'est comme si c'était des projets déconnectés les uns des autres, mais qui n'avaient pas un travail profondément sociologique. Et c'est le problème du Liban, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, finalement, n'a pas d'avenir. Voilà, à travers Implosion, bon, les enfants du couple sont l'assignation vers l'avenir, mais comment on fabrique cette assignation vers l'avenir, comment on essaye de leur transmettre la foi dans l'avenir si nous-mêmes, nous n'avons plus foi dans un pays qui a du mal à se définir autre. Et donc, mais en fait, c'est quand même le destin des petits pays divisés. Divisés à cause de leur situation géographique aussi, je veux dire. Et quand on nous dit, je saute un peu du coq à l'âne, mais moi ça fait sens, c'est quand on nous dit, oui, les Libanais n'ont pas réussi à fabriquer un pays, n'ont pas réussi à fabriquer une nation, n'ont pas réussi à... C'est faux. Toute personne qui a essayé de travailler sur une union nationale, il a été tué, assassiné. Toute personne qui a essayé de mettre le doigt sur des corruptions, parce que si on remonte le fil de la corruption, on arrive où? C'est ça qu'on n'a pas envie de remonter. C'est très facile de dire on est dirigé par des corrompus. Mais leur argent, il est où aujourd'hui? C'est juste une question que je me pose. Leur argent, il est à l'étranger. Nous, Libanais, si on veut faire un procès aujourd'hui, les mettre en tôle, demander le retour de l'argent, on nous le rendra dans 40 ans ou dans 30 ans, après que les intérêts ont fait tourner les banques à l'étranger, et on parle de centaines de millions d'euros. Moi, avec le capital contrôle non officiel libanais, il a fallu qu'on supplie pour envoyer de l'argent à nos enfants qui étudient à l'étranger, tandis que eux, en ayant fait un contrôle des capitaux non officiels, eux, le 1% corrompu, ils ont viré tous leurs sous, on parle de centaines de millions. Et nous, on n'a pas pu, et aujourd'hui, notre argent est bloqué à la banque. On a été dévalué, les retraites, les gens qui ont travaillé toute leur vie, 40 ans, qui aujourd'hui ont dans leur compte 1 000 € alors qu'ils en avaient 50 000 à la base. C'est quand même, il y a de quoi les dégommer. Et ils sont toujours là. Alors, quand on sait comment d'autres dictateurs tombent facilement, moi, je peux me poser des questions quand même. À qui sert leur présence? À qui sert cette déliquescence? Pourquoi on a mis le Liban en stand-by? Qu'est-ce qu'on attend? Donc, voilà. Moi, la littérature, elle interroge, et puis c'est les historiens qui répondent. Et alors moi, j'avais envie, Sophie, de vous poser une question. Quelle a été votre réaction, votre impression, votre sentiment lorsque vous avez vu l'explosion de Beyrouth le 4 août, après tout ce travail que vous avez fait sur la ville, sur la question de la destruction, de la reconstruction, la question de la mémoire? J'imagine que ça a dû faire ressurgir, même si vous ne travaillez plus actuellement sur Beyrouth. Qu'est-ce que ça a produit chez vous de voir ces images? Évidemment, c'était sidérant. C'est inconcevable, en fait. Hein. Je trouve que moi, j'étais pas du tout au courant tout de suite. C'est un ami qui m'a appelé, qui m'a dit « T'as vu ce qui s'est passé à Beyrouth ?» Bon, alors j'ai tout de suite allumé la radio et j'ai entendu. Puis après, j'ai vu les images. Et oui, c'est d'abord sidérant. Moi, je suis d'abord sidérée parce que je travaillais sur le Liban. Je suis profondément attachée à ce pays, à des tas de gens là-bas. Donc, bon, c'est d'abord... on subit d'abord cette chose-là, même si on est loin et qu'on ne l'a pas subi directement. Donc, on appelle des amis qui sont encore plus, 15-40 fois plus sidérés que nous, évidemment, qui ont échappé à ça, un peu par miracle.
Bon, puis après j'ai été sollicitée pas mal, puisque mon livre était paru juste avant le confinement, en mars 2020. Et donc, l'explosion a lieu en août. Et donc là, on m'appelle, on me dit Beyrouth dans ses ruines. Alors, d'abord, c'est un sentiment de culpabilité horrible d'avoir ce titre. Je me dis de ces ruines, ah oui, ça recommence, ça continue. Enfin, mais pourtant, tout au long de mon travail, il y avait eu les assassinats politiques dans les années 2005, la guerre de 2006, la guerre de 2008. Bon, voilà, malheureusement, c'est l'instabilité, c'est tout le temps là-bas. Mais là, c'était l'apothéose, quoi. C'était un truc inqualifiable. Voilà, mais bon, pour le coup, c'est vrai que comme j'y travaillais plus, je ne l'ai pas vécu. Alors après, on m'a dit, mais ça pourrait t'intéresser. Non, je trouvais ça tellement indécent. Je peux ajouter, je pense, moi j'ai vécu toute la guerre, ma famille aussi. Pour avoir parlé avec tout le monde, on est tous d'accord, nous n'avons jamais vécu un tel trauma. C'est-à-dire que moi, je me rappelle enfant, un obus percutant l'immeuble, le bruit que ça fait, les cris de ma mère, tout ça. Mais tout ça, c'est... Et j'ai une amie notamment qui travaillait au CICR durant toute la guerre, sur les fronts, sur la guerre des hôtels, donc qui est dormi avec des cadavres, qui a soigné, qui gérait les miliciens. Et c'est une femme que j'ai connue que joyeuse. C'est 20 ans d'amitié. Toute ma vie, je l'ai connue joyeuse. Et depuis la crise économique, cette espèce de pourrissement intérieur d'argent, la pénurie, c'est la pire des angoisses. Vous voulez contrôler un peuple, vous le faites vivre dans la pénurie. Donc la pénurie et cette explosion, eh ben, ça vient de ce joie de vivre. Et elle me dit, j'aurais jamais imaginé qu'il était possible d'aller plus loin encore. Donc, et en fait, alors voilà, les stigmates de la guerre sur le plan urbain, on les voit, mais les stigmates intérieurs, ceux-là, on ne les voit pas. Et encore, si arrêter est un luxe, voilà, parfois on doit être fonctionnel, alors on remet à plus tard. Et plus on remet à plus tard, et plus c'est grave, et plus ça s'encrasse. Donc voilà, il faut que les thérapeutes reviennent. Et c'est ce dont tu parles dans ton livre, pas de tous ces stigmates, hein, à travers la narratrice et tout son parcours, la façon qu'elle a de réagir à cette explosion, comment elle gère sa relation avec sa famille, ses enfants. Enfin, je trouve que tu en parles très très bien dans ce livre. C'est vrai que la première chose, parce que moi j'étais sur place, ma fille elle a été un peu blessée, mais rien de grave, c'est une égratignure, mais c'est vrai que, je le dis dans le livre, la vie tient à 1 millimètre. Voilà, 1 millimètre près ici. Voilà. Et une fois que c'était réglé, moi je rentre à la maison, je la vois, parce que j'étais pas avec elle en fait, elle était avec la nounou, moi j'étais ailleurs, et donc quand je rentre à la maison pour voir tout ça, je vois qu'elle va bien, elle regardait la télé, et moi, tragique, je la regarde, je dis, ça va? Ouais, regardez la télé. Et je me dis, bon, vive la télé. Enfin, pour l'instant, j'étais même pas prête à en parler, et elle a traité ça le grand boom. Elle appelle ça le grand boom. Et d'ailleurs, même j'ai pensé à un moment donné appeler le livre le grand boom. Et après, une fois que ce trauma-là de mère est passé, de tout ça, tout à coup, je me dis non, là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une amie qui m'appelle, elle me dit, moi je descends. Et comment ça, tu descends? Elle me dit, je descends, je dis, je viens avec toi. Et là, je descends, je me rapproche de ce cratère, de ce point zéro en définitive. Voilà, j'avais besoin d'être là, de voir, de toucher, de rencontrer des gens. En fait, c'est une méthode exceptionnelle en fait, pour sortir de sa peine, de sa douleur, en fait, d'aller vers l'autre, d'aller vers la douleur de l'autre et de se dire non, d'accord, et je peux être utile. Et j'ai rencontré des gens, notamment un qui s'appelle Mike dans le livre, mais qui ne s'appelle pas Mike, qui lui a eu 70 ou 48 points, je ne sais plus combien de points dans le dos. Il avait tout un patrimoine immobilier dans Mar Michael, qui a été le quartier le plus détruit, c'était son gagne-pain, le gagne-pain de sa famille. Il avait des employés, tout ça, donc tout est détruit d'un coup en une fraction de seconde, il n'y a plus rien. La première chose qu'il fait, une fois qu'il se lève, il descend, il commence, il répare ce qu'il peut, il ouvre ses maisons à tous les gens qui ont besoin d'un abri, il loge tout le monde, il va justement dans une zone chiite alors que lui est chrétien, il dit même le quartier chiite qui est Khanda el-Rami, qui est quand même un quartier qui est le fief de Berry, Nabil Berry qui est un des corrompus, tout le monde a peur d'aller parce que
truffé de miliciens, oui, voilà, exactement dans le livre. Et donc, et j'ai une amie qui est chiite, c'est elle qui me dit, écoute, il y a un type, c'est elle qui me l'a présenté, elle me dit, il y va, non, il y a été, j'ai été avec lui, et je te dis pas, même moi, j'avais peur d'y aller. Elle est chiite, hein, c'est lui qui y va, qui dit, si nous n'avons pas compris que ce Liban est le Liban de tous, dans la destruction comme dans la souffrance, il n'y aura pas de pays. Ben moi, respect, quoi. Voilà, respect. Et donc voilà, il est dans le livre, voilà. Mais ce qui est assez fou, c'est que les quartiers même dont tu parles, là, c'est très petit en fait. Hein. Entre le lieu de l'explosion et ce quartier dont tu viens de parler, il y a quoi, même pas 1 kilomètre, enfin, c'est très proche. C'est vraiment des zones voisines on a peur d'aller de l'autre côté de la rue. Et plus on ostracise l'autre comme étant... parce que quand même, c'est le symbole du corrompu. Mais le peuple, lui, il est otage du corrompu. Donc si on ne va pas l'aider, on continue de lui en balancer plus dans les bras. Donc oui, c'est là. Et en même temps, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Enfin, c'est admirable la manière dont la société civile, dont les gens eux-mêmes ont pris en charge la reconstruction, l'entraide, la solidarité, les associations, tout ce qui a été mis en place spontanément, etc. Et dans le même temps, plus ça fonctionne bien, plus on se dit, mais que fait l'État, que fait le gouvernement? Et c'est Il n'y a pas de gouvernement, il y en a on peut presque se passer d'eux, en fait. Ils peuvent partir, c'est le cas. on peut les embarquer dans des barques, et voilà. Une société sans État. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf qu'il y a un moment où ça limite, parce qu'il y a quand même des fonctions qui sont du ressort de l'État et qui ne peuvent pas être du ressort de la société civile et des ONG. Donc c'est la limite, effectivement, parce qu'on peut se poser la question, mais on se heurte quand même très vite à une limite de cela. Ben, peut-être que nous aurons en État quand ce sera l'heure régionalement d'en avoir. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être que dans la salle, certaines d'entre vous souhaitent prendre la parole, poser une question à Sophie ou William. Ah, il doit y avoir un micro. Oui. Vous voulez, Aval? Oui. Comme c'est enregistré, il faut avoir le micro. C'est juste Amal Mogaïzel, je suis réalisatrice de documentaire, donc je travaille pour Arte, pour France Télévisions, et je pensais, pour revenir à Beyrouth et à la destruction, moi j'ai vu toute la guerre, comme Liam sans doute, j'étais un peu plus âgée, j'avais 13 ans quand ça a commencé, et 30 quand ça s'est terminé, j'ai jamais voulu partir. Mais on habitait sur la ligne de démarcation, qui s'appelait la rue de Damas, et qui passait devant ce fameux immeuble, enfin ce fameux bâtiment qui est devenu le musée de Beyrouth, qui était un des points les plus dangereux de la ville d'ailleurs, parce qu'il y avait des snipers qui étaient toujours au-dessus. On avait une vue plongeante sur la ville, c'était très très bien. Et du coup, c'était un endroit très dangereux. Et alors, du jour où ils ont signé l'armistice, alors moi, on a toujours vécu, j'habitais à côté du musée de Beyrouth. Donc vraiment, j'avais des miliciens chrétiens en bas, les sunnites en face, les Syriens bombardant tout le monde pendant 15 ans. Et puis, calme total, très bien. On a quand même tous perdu des gens pendant la guerre, des gens de la famille. On n'a jamais voulu prendre position parce que laïque, militant, non violent, voilà, on a tout fait, hein, on a fait toutes les manifs possibles. Et puis je n'oublierai jamais, j'entends des bruits de bulldozer. Une semaine plus tard, une semaine calme total, et puis... C'est quand? En 90. En 90, oui. quand la guerre s'était arrêtée, sur cette route de Damas où j'habitais, et je vois un bulldozer en train d'enlever les ruines, des immeubles en face qui étaient coupés en deux. Nous, on avait été atteints plein de fort, on a dormi tous ensemble à 15 dans la baignoire, voilà. Et puis, non, mais c'est parce que c'est pas pour raconter mon histoire, parce que c'est vachement intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, on fait quoi? Et moi, j'étais très choquée par ces bulldozers, parce que je sentais qu'on m'avait pas donné le temps de me retourner, de me dire, attends, qu'est-ce que j'ai vécu? Alors là, tout était par terre, et puis là, ils enlèvent les ruines, et ils vont faire des immeubles, ça devait correspondre au moment où Hariri est arrivé. Mais on fait quoi dans ces moments-là? On avance, ou on respecte un peu les blessures des gens qui ont vécu, juste le temps qu'on nous explique qu'est-ce qui nous est tombé sur la tête, quoi. Pourquoi la ville est par terre? Pourquoi le centre-ville est par terre? Et je crois qu'on n'a jamais eu le temps de faire ce deuil. Et peut-être, parce que business as usual, peut-être qu'il faut avancer. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est que c'est comme si, excusez-moi pour la comparaison, vraiment, parce que je ne sais pas du tout si elle était pertinente,
si un lieu d'attentat à Paris, le Bataclan, on dit, bon ben là, c'est trop des souvenirs, on va tout raser, on va faire une tour de 10 étages. C'est aussi choquant, sans qu'on demande à personne indemnité, on n'en veut pas, même pas ça, même pas. Hein. Mais si vous voulez, vous, en tant que population civile, vous faites quoi? Vous racontez à vos enfants, ou vous avancez, ou vous taisez. C'est comme aussi les personnes qui ont dû revenir des camps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Et on s'est tu, hein. Moi, je trouve qu'on s'est tu quand même si on a transmis quand même à nos enfants certaines choses. Je trouve que... Oui, on s'est tu, mais je ne sais pas si on avait le choix. Non, parce que c'était un instinct de survie de se taire. Voilà. Et je me demande, parce que vous parliez de business, en fait, le jour où il y aura un business avec la mémoire, alors on l'aura peut-être. C'est pas rentable, en fait. Mais il n'y a même pas de monument aux morts à Beyrouth. Les monuments aux morts produits de la guerre civile, quoi. Et puis on est vraiment tout le temps dans ce choix, peut-être aussi architectural et puis de transmission. On se dit, allez, on oublie le passé, on avance, de toute façon, il n'y a pas de réparation en Liban. Ni dedans, ni dehors. Mais je pense que qu'on raconte. C'est le lien aussi entre nos deux livres. C'est que moi aussi, la question de la psychanalyse, je l'aborde pas du tout frontalement, mais un peu dans le livre. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un lien très très fort entre les cadres urbains, les endroits où on vit, les lieux qu'on habite, et notre intérieur, notre inconscient, etc. Donc la destruction de ces lieux, évidemment, elle a un impact, on le sait à chaque fois. Et moi, j'ai été frappée récemment par des images en Ukraine. On voyait, je ne sais plus dans quelle zone bombardée, on voyait une dame qui était en train de ramasser des tout petits débris de verre. Devant sa maison, c'était le chaos absolu autour d'elle. Elle ramassait des petits morceaux de verre et elle disait, oui, je les enlève, il ne faut pas que les animaux se blessent dans un paysage apocalyptique, quoi. Et on voit bien là l'espèce d'incohérence et puis d'incohérence entre les réactions humaines et puis le fil de l'histoire et la manière dont les choses évoluent, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a un tas d'études sociologiques, historiques, même littéraires, qui ont été menées sur, par exemple, les conséquences de la destruction des villes allemandes après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Je pense au livre de Sebald, qui est un très beau livre sur la destruction, ou d'autres textes qui montrent que de toute façon, ce processus d'oubli et de déni, en fait, de refoulement, en fait, hein, en termes analytiques, il est indispensable et il est spontané. On a besoin d'oublier pour avancer et pour s'y remettre. Mais après, en général, les institutions, l'État prennent en charge le récit sur les traumatismes. Enfin, parce que si on ne reprend pas le récit, on le reprend après en boomerang. Et de façon, à ce moment-là, voilà, extrêmement violent. Et c'est là où c'est très, très dangereux pour la société. Absolument. Annie. Oui, merci. Il y a juste un mot qui m'a interpellé. C'était l'histoire de la société civile et les 30% et les 35% avec lesquels ils doivent faire. Moi, en étant syrien qui travaille en Irak, je sais que les choses n'avancent pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens inverse. Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, réellement. Donc, voilà. Je pense que c'est même pas la société civile, c'est la société tout court. Ils en ont plus rien à foutre. Carrément. Qui, la société n'en a plus rien à foutre? Les gens pouvoirs, en fait. Oui. Parce que quand je prends l'exemple du pouvoir syrien ou de ce qui s'est passé en Irak, le fond est très profond. Hein. Et on peut aller très très loin. Et le Liban, bon, il est que en train de prendre la couleur de la région. Hélas. Voilà. C'est toute l'ambiguïté parce qu'on ne peut pas dire, heureusement, enfin l'initiative privée, évidemment, heureusement que les gens sont debout et puis font des choses. Mais c'est ce qui fait qu'après on dit, ouais, oh, c'est pas grave, les Libanais ils sont résilients, c'est pas grave, ils vont se relever. Oui, c'est ce qu'on dit beaucoup et c'est un terme honnêtement que moi je ne supporte plus, mais c'est plutôt à toi hier. Non, mais la résilience, c'est l'acceptation volontaire de l'injustice. Enfin, inconsciemment, on a fini par l'assimiler et la banaliser. Donc, ouais. On va peut-être prendre une dernière question. Bonjour, je pensais à le commentaire que vous venez de faire également et le commentaire de cette société civile en comparaison de cette forme de gouvernance qui ne fait rien
Et si on regarde l'exemple des réfugiés palestiniens, on se retrouve exactement dans le même cadre. C'est-à-dire, si on regarde l'exemplaire de ce qui s'est passé avec la communauté palestinienne dans le contexte du Liban ou dans la région en tout, on se retrouve avec une société civile assez extraordinaire, avec une capacité, une volonté de pouvoir et vouloir s'occuper, comme tu avais remarqué juste après 2018, c'est le programme l'explosion. Mais il y a une gouvernance qui est figée par le manque de représentation étatique générale pour cette gouvernance, et dans aussi ex-militaires, etc., complètement figé. Et donc le partenariat entre la société civile et la gouvernance, je ne suis pas sûre. Donc je crois que peut-être ça revient à un point zéro pour la région, et il y a trop d'exemples qui sont similaires peut-être. Donc c'est vraiment, il faut une vraie révision du système. Je suis d'accord avec l'idée que ça suit la couleur régionale, je suis d'accord avec tout ça, mais arrêter de cette solidarité, c'est totalement baisser les bras. C'est-à-dire, moi je dis non pour manifester, mais oui par contre pour aider chacun à son niveau, chacun à... Parce que, ou alors on vide le pays, on part, et on le leur laisse. Voilà. Donc à un moment donné, on choisit de rester C'est ce qui se passe, hein. Oui et non. Il y a des gens qui partent, mais il y a des gens qui restent quand même. On parle de la société civile. Ça part. Parle pas sans micro, s'il vous plaît. Je peux encore Alors, un dernier mot, allez-y. Ok, merci. En fait, je suis libanaise et je fais partie de la génération de l'après-guerre. Je suis née juste après la guerre. Et je suis de Beyrouth. Mon père a fui Beyrouth alors qu'il était avec ses parents, alors qu'il était enfant, pour s'installer au Kesserouane. Et finalement, moi, j'ai grandi à la montagne. Et je me suis rendu compte en grandissant que j'ai été volontairement écartée et mise dans une ignorance de l'histoire, de ce qui s'est passé. Et j'ai dû faire un effort conscient pour apprendre. Et j'ai encore des lacunes. Et j'ai l'impression, jusqu'à aujourd'hui, que les choses glissent, en fait, que je n'arrive pas à les intégrer. Et je pense que c'est relié à cet effort, très solide des puissants qui sont là et qui sont éternels, que j'ai l'impression d'avoir toujours dans mon champ, qui ne disparaissent jamais, de ne jamais apprendre en fait, de ne pas pouvoir maîtriser ce sujet. Et pour revenir juste au musée, le musée de la mémoire, moi j'ai été, aujourd'hui là maintenant avec vous, on va dire étonnée qu'il s'appelle un musée. Parce que je l'ai visité et j'y allais avec beaucoup d'entrain de me dire je vais voir quelque chose qui va m'expliquer. Parce que je ne connais rien du Beyrouth de la guerre. Rien du tout. Et je me suis dit, ah oui, enfin quelque chose. Et de dehors, j'avais beaucoup d'envie déjà de rentrer. Et j'ai été un peu déçue parce que je me suis dit, ça manque de substance. Oui, c'est une coquille, bien sûr. Oui. Et je pense Il était que... prévu beaucoup de choses, mais rien n'a été possible, en fait. Et le terme musée, c'est parce que c'est simplement le mot institutionnel qui est venu dans le décret d'expropriation. Et justement, en fait, ça s'appelle Beyrouth, ça s'appelle la maison de Beyrouth, et justement, il y a eu 10 noms successifs. Enfin, vous pourrez voir, si vous prenez mon livre, il y a un chapitre qui raconte les 10 noms qui ont été donnés à ce bâtiment pour essayer de se défaire de cette espèce de patate chaude. On ne savait pas quoi en faire, quoi. On ne peut pas appeler ça un musée, ça renvoie à rien de ce qu'on connaît, etc. Mais je crois que ce que votre cri là, il est vraiment touchant, et je pense que moi, ce qui me frappe, c'est quand même la rapidité avec laquelle les choses vont, les événements, l'actualité libanaise. Non, enfin, je veux dire, il y a des lenteurs impossibles, il y a une instabilité permanente qui fait qu'on a tendance à répondre au plus urgent à chaque fois, quoi. Et finalement, moi, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps de lire dans un travail universitaire, donc quelqu'un qui fait des recherches sur Beyrouth, que Solidaire était un exemple de préservation du patrimoine. Voilà. Donc des chercheurs qui se mettent à travailler, des jeunes chercheurs qui se mettent à travailler sur le Liban aujourd'hui, ne font pas forcément le travail nécessaire et prennent l'histoire par le petit bout de la lorgnette finalement. Donc il y a tout un travail de récit, d'histoire, il faut raconter, continuer de raconter, et je crois que c'est là un point vraiment important.
Hier, à vous écouter, ça me fait penser à ce film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Memory Box. Oui, je l'ai vu. Et ce que vous dites, ça me fait complètement penser à ce film, hein, qui est un film qui est sorti il y a quelques mois, et de cette jeune fille qui veut comprendre justement l'histoire de sa mère qui a vécu la guerre et qui ne lui a rien dit, rien raconté, rien relaté. Et c'est toute seule, elle va ouvrir les boîtes pour comprendre et connaître l'histoire de sa mère. Donc on est effectivement en plein dans le cœur d'une réalité, et en particulier pour cette jeune génération que vous incarnez, vous ici. Avant de nous séparer, je voudrais quand même dire un mot sur le livre précédent de IAM, qui est un livre très important et qui a eu le malheur, je pense que le terme est juste, de paraître juste à la veille du confinement, donc en mars 2020. Et donc c'est un livre qui s'appelle « Nos longues années en tant que fille », dont je vous recommande vivement la lecture en plus d'Implosion, parce que c'est vraiment un livre passionnant, qui dit beaucoup de choses, et surtout qui a été traumatisant pour IAM, parce qu'il est sorti et il est complètement passé à l'as, parce que confinement oblige, eh bien, personne n'a pu en parler, il n'y a pas eu de recension, pas eu enfin, il n'y a rien eu. Et c'est vraiment, ça a été un deuil pour toi, Yann, que ce livre dans lequel tu t'es beaucoup investi, tu peux avoir passé beaucoup 4 ans à l'écrire. Voilà. Ça, c'est les coulisses de la littérature, c'est du temps, c'est Flammarion. Et très vite, comme ça, puisque tu en parles, c'est tout le travail de mémoire par rapport au rapport homme-femme, en fait. Parce que je dis toujours, un peuple sans avenir est un peuple sans mémoire. Et un combat féministe, et le mot féministe, pour moi, il est inclusif des hommes, parce que je dis toujours qu'un féminisme, tant que les hommes ne seront pas féministes, le féminisme aura perdu. Donc voilà, c'est un féminisme inclusif. Et donc, il faut vraiment ne pas oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va, que ce soit au niveau d'un pays, que ce soit au niveau d'une lutte. Et ce livre est né à partir d'une rencontre, très très vite comme ça, que moi j'ai faite. J'étais très pressée, je rentre dans un taxi et je tombe sur une femme. Pourquoi je parle de ce livre? Parce que ce livre a aussi engagé le récit de cette femme. Et je rentre et je dis, une femme au volant. Et je me dis, comment féministe, engagée, la lutte des femmes, tout ça, du matin au soir, je pompe tout le monde. Et voilà, donc je suis un peu honteuse, je rentre dans le taxi, je viens de refaire une rechute en patriarchite aiguë. Je lui dis, là, vous êtes chauffeur. Elle me dit, oui, de taxi depuis quand? Elle me dit, depuis 30 ans. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, moi, je suis écrivain. Elle me dit, écrivain ou écrivaineux? Je dis, vous savez, on va pas réduire toute la cause des femmes, la complexité de ce combat, le souffle qu'il faut au mutisme d'une lettre, ce n'est qu'un E muet. Elle arrête la voiture, elle se tourne vers moi, elle me dit, madame, il ne faudra parler comme ça. Je dis, attendez, mettons-nous d'accord, il est quand même muet ce E, on nous gonfle avec. Elle me dit, je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous me voyez? Je dis, je sais pas, vous êtes une femme. Et vous ne voyez rien d'autre? Je dis, une femme chauffeur avec un E de taxi, je ne sais pas, dites-moi. Et là, elle me dit, moi, madame, avant j'étais un homme. Et je peux vous dire que j'ai longtemps rêvé de ce E et qu'il n'est pas muet. Et puis vous, madame, vous qui êtes écrivaine, les différences, vous en faites quoi? Aucune lettre ne ressemble à une autre. Je suis sortie de la voiture ce jour-là. J'étais essoufflée, j'ai pris une claque, j'ai commencé à écrire ce livre. Et il m'a pris 4 ans. Voilà, je voulais quand même qu'on termine aussi sur cette touche de ce livre qui était également un très très beau livre. Alors je voudrais vous remercier toutes les deux, Sophie et Iam, de cette discussion qui aurait mérité de pouvoir durer encore, parce que cette question de la mémoire est loin d'être terminée, évidemment, à travers vos 2 ouvrages qui sont très différents mais qui ont un point commun, parce que justement ça permet de parler de cette question de la mémoire. Et donc, un grand merci à toutes les deux d'être venues à ce modèle et d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous d'y avoir assisté.